En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, dans un endroit où ça sonne bien, parce qu'il y a une rivière qui s'appelle le Son et la Sonnette. Vous voyez, je n'ai pas pu m'empêcher, on est à égale distance entre Ruffec et la Rochefoucauld, nous sommes à Ventouses. Et à Ventouses, il y a un lieu qui s'appelle Chez Magno. Et ici, nous allons rencontrer une association qui a pris ses racines ici il y a une dizaine d'années. Elle est déjà connue par beaucoup d'entre vous, sans doute, mais on va faire plus ample connaissance, voir où ils en sont, et surtout, en fin d'émission, parler d'un énorme projet qu'ils ont. Et on aimerait bien que vous puissiez vous y associer, parce que vraiment, ils ont besoin d'être encouragés. Je suis avec Tiffaine et Benoît Gentil, qui nous reçoivent aujourd'hui, et l'association s'appelle le Sanctuaire des Pois Plumes. Bonjour Tiffaine. Bonjour, merci beaucoup d'être venu chez nous pour rencontrer notre mission, ce qu'on fait au quotidien, etc. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un grand plaisir. Je vous avais rencontré à l'abbaye de Nanteuil et on avait eu un bon contact et j'ai eu envie de venir vous voir. Et puis, on est là aujourd'hui chez vous, avant tout, chez Magno. Bonjour à vous, Benoît. Bonjour et merci également du coup d'être venu. Bien, alors après tous ces remerciements, il faut dire quand même à nos auditeurs, à nos auditrices, qu'est-ce que c'est l'association du Sanctuaire des Pois Plumes, Tiffaine? Alors, c'est une association qu'on a créée il y a 10 ans pour recueillir. Alors, à l'origine, on voulait recueillir les petits animaux de ferme. Et puis, finalement, très vite, le terrain a été pris d'assaut parce que ces animaux qui ont besoin de beaucoup de place. On a de la chance d'avoir d'autres structures qui se sont créées sur la Charente. Donc, on a délégué un petit peu les animaux de ferme à ces structures qui avaient beaucoup plus de terrain. Et nous, on a décidé de se spécialiser sur les NAC. Donc, les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. C'est un peu une catégorie fourre-tout où il y a absolument toutes les espèces hors chat et chien, du domestique au non domestique, mais non, c'est spécialisé sur les petits. Alors, on a encore quelques gros par rapport au fait qu'on aimait les animaux de ferme, donc on a encore quelques espèces qui sont un petit peu plus grosses que les autres, mais on s'est spécialisé donc sur les lapins, les rongeurs, les oiseaux, etc., etc. Et là, petit à petit, on fait également les reptiles pour se former au fur et à mesure sur ces petits pois plumes. Bien, alors les plus gros, c'est les cochons qui sont au fond un peu dans la vallée. Alors pour situer, Ventouses, par rapport à nous ici, c'est un peu sur une hauteur, enfin votre hameau là. On voit votre maison un petit peu au loin. Là, je suis sur la pente et on va descendre un petit peu plus bas. Et derrière moi, j'ai une volière avec des tourterelles et autres animaux. Sur ma droite, j'ai dindons, canards, poules, etc. On va dire que c'est la basse-cour. Et puis plus on descend, plus il y a des volières. Et puis un endroit aussi pour soigner les animaux, panser les animaux, etc. Et puis au fond de la vallée, on a le Son et la Sonnette qui coulent. Voilà, ça c'est pour donner un peu l'endroit où nous sommes. On est dans un champ qui a été mis en parc. Ah, mais c'est exactement ça. En fait, quand nous, on a acheté la maison, c'était un champ complet, en fait, qui était utilisé d'ailleurs par un agriculteur. Du coup, nous, on a récupéré cet espace et on a construit au fur et à mesure les parcs, les enclos, les infrastructures, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des besoins et également des finances. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de faire une association? Enfin, quelle est votre vocation, entre guillemets, là? Et pourquoi Ventouses? Alors, pourquoi Ventoux? Parce qu'à l'époque, c'est là où j'ai pu trouver le terrain, en fait, par rapport à mes finances pour pouvoir acheter la maison. C'était un endroit qui n'était pas très cher. Et il me fallait absolument une grande maison, un grand terrain. Et puis, c'est vrai que le côté rivière m'a bien plu aussi. Après, pourquoi on s'est lancé là-dedans? Parce qu'on est un peu fou, je pense, en vrai. Vraiment, on avait vraiment une vraie vocation, par contre, au niveau de la cause animale. On voulait vraiment aider. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est spécialisé sur les pois plumes, parce qu'il y a énormément de structures pour les chats et chiens. Et nous, on voulait pouvoir répondre présent à toutes les espèces qui n'ont pas de structure. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Et puis, finalement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des besoins, on a échangé, on a mis de nouvelles espèces, on s'est formé au fur et à mesure. On a répondu présent quand il y avait des sauvetages, des saisies, etc. Et c'est comme ça que l'association évolue au fur et à mesure du temps. Alors l'association, vous m'avez dit que jusqu'au Covid, vous aviez beaucoup de monde et que ça a pris un certain essor parce que bien sûr, il faut s'occuper de ces animaux, c'est beaucoup de travail. Racontez-nous un peu la journée ici. Alors oui, en effet, c'est vraiment un temps presque complet, même si on est tous bénévoles. Du matin, on fait des journées de 6h30 à 21h à peu près, où 80% de notre temps est consacré quand même à l'association. Donc on a quand même les enfants qui sont au milieu de tout ça, qui vivent l'association avec nous. On a de la chance d'avoir une équipe extraordinaire maintenant qui nous aide énormément aussi au quotidien, qui s'occupe parfaitement des animaux. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, en effet.
Alors, vous me disiez en préparant l'émission que vous avez été assez nombreux ici sur le terrain. Vous recevez aussi des services civiques, hein, c'est tout pour une association. Donc, vous me disiez aussi beaucoup de bénévoles. Ça représentait combien de personnes? Alors, à l'époque, avant Covid, parce que je fais vraiment une scission entre avant Oui. Covid et après Covid, parce que l'association n'est plus du tout la même. Avant Covid, on avait une équipe de 6 personnes, vraiment presque à temps complet à l'association. On avait 2 salariés, un soigneur et une chargée de communication qui étaient en alternance. On avait 2 services civiques, donc qui alternaient les missions en fonction de leurs horaires. Et on avait toujours au moins 2 stagiaires ou 2 bénévoles qui étaient là pour renforcer l'équipe sur place. Et donc, ce qui nous permettait de pouvoir ouvrir très régulièrement au public, les mercredis, les samedis. Les dimanches, c'était plus tranquille. Voilà, tout le monde avait besoin de sa journée aussi. Donc, nous, on était là pour les animaux, mais ce n'était pas ouvert au public. Et on pouvait accueillir des scolaires, on pouvait accueillir des groupes. Enfin, c'était vraiment une association qui, bon, pour nous, a vécu une crise de croissance parce qu'on n'avait pas anticipé tout ça. C'était notre terrain perso. On avait prévu de faire nos sauvetages dans notre coin. On n'avait pas du tout anticipé qu'il y aurait autant de monde, en fait, et que ça se développerait autant. Mais on a su répondre présent, en fait, en créant des structures, en créant des espaces aussi pour les salariés avec de quoi se réchauffer, de quoi pouvoir manger, boire, etc. Et c'est vrai que l'après-Covid, là, ça a un petit peu changé complètement les plans puisqu'on a dû répondre à la crise. Est-ce que je détaille aussi toutes les catastrophes qu'on a vécues après Covid? Ah, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi le Covid aurait-il changé des choses? Je pense que les bénévoles, c'était peut-être un peu plus compliqué de se déplacer, mais ils devaient être masqués, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu une coupure à ce moment-là pour que les gens se rendent compte? Alors, en vrai, côté humain, ça n'a pas été compliqué, ça a été même beaucoup mieux, puisque nous, on avait des attestations dérogatoires qu'on pouvait faire, puisque il fallait bien venir nourrir les animaux, les soigner, etc. Donc, ça a mis quelques semaines quand même à se mettre en place, où nous, on a dû assurer personnellement. Mais très vite, on a eu d'ailleurs énormément de monde qui nous a rejoints, parce qu'ils étaient contents d'avoir des attestations, de pouvoir sortir au grand air, de s'occuper des animaux. Je déplore un peu que ces personnes ne soient pas restées après. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu la problématique. Mais côté humain, on a eu vraiment des très beaux moments. Alors, bien sûr, on avait les gestes barrières, on avait des sens à respecter. On ne pouvait pas se croiser, discuter, boire le café comme on faisait avant. Mais ça a permis que des gens puissent trouver leur place ici et que les animaux, eux, aient un confort de vie qui n'a pas changé. Ce qui a été vraiment très compliqué après Covid, c'est le côté financier. Puisqu'en fait, on avait beaucoup de partenaires, des entreprises, des parrains, marraines, des gens qui nous aidaient, qui eux aussi ont vécu des difficultés, qui ont été licenciés parfois, où il y a eu des changements au niveau de leur travail. Et on a perdu 75% de notre budget. Donc on était à 100 000 euros à peu près de budget annuel et on est passé à 25 000 euros de budget annuel. Donc nous, on a pu survivre une année de plus avec nos finances, les fonds propres de l'association. Mais il a fallu après repenser complètement les choses. Et alors pendant tout ce temps-là, vous avez gardé le même nombre d'animaux. Comment les animaux, est-ce qu'ils arrivent ici? Parce que là, on est à côté des lapins, par exemple. Alors non, en fait vraiment après Covid, quand on a dû licencier une partie de l'équipe et puis tourner à plus petite échelle, on a replacé une partie des animaux parce qu'il fallait être conscient, si on voulait faire les choses correctement pour les animaux, on ne pouvait pas s'occuper à deux de 150 animaux. Ce n'était pas possible parce qu'on avait aussi nos enfants et puis notre travail, etc. Donc on a replacé une partie à ce moment-là. Ça a été d'ailleurs un déchirement pour certains, mais ils sont partis dans des bonnes familles. Et ça a été le moment justement où on s'est dit est-ce qu'on continue ou pas. Mais ça nous a permis de pouvoir recommencer après petit à petit différemment. Et je parle tellement que j'ai oublié votre deuxième question. Non, ma question c'était... Comment ils arrivent? Voilà, parce que comment ils partent, vous venez de le dire, hein, mais comment ils arrivent? Alors en fait, on a vraiment plein de sortes de cas de figure possibles et imaginables. Nous, on travaille essentiellement avec des organismes comme la DDPP par exemple ou les Il gendarmes. faut nous dire ce que c'est que la DDPP. Alors, c'est des services, en fait, c'est des services vétérinaires. Comme par exemple, ils vont intervenir chez des gens qui se sont laissés déborder ou où il y a des cas de maltraitance. C'est eux, sur accord du procureur, qui peuvent saisir les animaux. Donc nous, on va pouvoir être une structure d'accueil en attendant que les procédures se fassent, qu'on garde ou pas les animaux après. On travaille aussi avec les gendarmeries qui font des perquisitions, par exemple, chez des personnes. Mais ça peut être aussi des cas de figure, un animal qui a été trouvé errant sur une commune, un abandon. S'il y a des causes vraiment, parce que les abandons, malheureusement, on a 3 appels par jour, donc il faut nous aussi qu'on puisse faire tourner la structure correctement. On ne peut pas prendre tous les animaux pour lesquels on nous appelle, mais on peut avoir des abandons. On a eu des réhabilitations de laboratoire, des animaux qui ont fini leur parcours de protocole en fait expérimental. Et les laboratoires, plutôt que de les euthanasier à la fin, cherchent à les réhabiliter. Donc on a accueilli par exemple des cochons, des souris, on a eu des demandes aussi pour des grenouilles ou pour des lamas. Voilà, on n'a pas pu donner suite sur ces espèces-là, mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'animaux dans les laboratoires. Voilà, mais il y a vraiment des transferts d'associations. Enfin, on a vraiment chaque individu un petit peu son histoire en fait.
Alors, on va continuer à déambuler, on va remonter par la route jusque chez vous. Vous parliez effectivement d'aide, parce que tous ces animaux, vous êtes bénévole, même si vous avez du travail à côté, ainsi que Benoît, on viendra sur lui tout à l'heure. Euh, je vois que sur une des pancartes, vous êtes soutenu par l'association Brigitte Bardot, etc. Comment vous arrivez à acheter le grain, le foin, etc. Bien sûr, tout ce qu'il faut pour les soigner, s'il y a des médicaments à leur donner, etc. Alors, on a plusieurs sources de revenus. Déjà, on a bien sûr des gens qui nous soutiennent par des dons, par des adhésions, par des parrainages. C'est-à-dire, le parrainage, c'est quand ils ont un coup de cœur sur un animal. Comme nous, ils partent pas à l'adoption, mais en fait, ils peuvent donner de l'argent pour ces animaux-là tous les mois. Alors, on ne peut pas forcément promettre que ce soit pour cet animal, mais au moins, on se sert de cet argent, par exemple, pour acheter des friandises, etc. Attention aux bottes de paille. Voilà. Alors, Mathieu qui filme, et je l'en remercie, a failli tomber dans les bottes de paille, mais il y a pire. Il y a pire comme, comme chute que dans les bottes de paille. Donc, on continue notre... Voilà, donc on a des dons financiers, on a des dons matériels, hein, comme vous pouvez le voir, des gens qui nous ont offert 2 bottes de paille. On a aussi, nous on fait énormément de manifestations. Voilà, on a fait toute la saison des marchés de Noël. Excusez-moi, je suis toute petite et j'ai du mal à remonter. Hop là. Donc on a fait les saisons de marchés de Noël. Dernièrement, on s'était rencontrés à l'abbaye de Nanteuil puisqu'on avait fait une soirée Halloween. Donc tous ces fonds permettent aussi de pouvoir avoir de l'argent pour soigner les animaux. On a d'autres associations qui nous aident, des associations caricatives qui font des événements et qui redistribuent l'argent après à différentes associations de protection animale. Et puis oui, sur des gros travaux, c'est vrai que souvent c'est la Fondation Brigitte Bardot qui a répondu présent, ou sur des gros sauvetages, quand par exemple on doit faire stériliser 10-15 animaux, pour nous ça a des coûts qui sont quand même assez importants. Ils ont répondu assez souvent présent pour nous aider en effet. Alors, si je résume, c'est donc une grande famille d'accueil, ici chez Magno à Ventouses, le sanctuaire des Pois-Plumes, et ils terminent leur vie ici. Ah, tout à fait. Alors au début on était refuge, on replaçait les animaux à l'adoption, mais c'est toujours délicat parce qu'en fait plus ça va, comme vous avez pu voir sur les images ou même en vrai, on a vraiment des très belles structures. Par exemple les lapins ils ont 300 mètres carrés, on arrive difficilement à trouver des familles qui nous proposent les mêmes choses. Et puis après, la plupart du temps, nos espèces sont des espèces grégaires, c'est-à-dire que c'est des espèces qui ont besoin de leurs congénères pour être bien, pour pas avoir de signes de mal-être. Et ces espèces, les individus, ils créent des liens entre eux. Et même si les familles qui nous proposaient des adoptions étaient top, on était obligé de sortir ces individus de leurs liens sociaux. Et nous, ça nous faisait un petit peu mal au cœur. Puis on s'y attache aussi en vrai. Donc on était content de les garder maintenant à l'association. Bien, si votre formation pour vous occuper de ces animaux, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire des stages, etc. On avait rencontré le refuge à Cherf-Châtelard, avec Madame Vigourou, qui avait été se former aux États-Unis, mais ça c'était son parcours. Voilà, un très bon parcours. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors moi, j'ai appris beaucoup sur le terrain. J'ai toujours eu des rongeurs petites. C'est des espèces que je trouve extrêmement intéressantes et d'ailleurs pour lesquelles on se bat là pour vraiment réhabiliter leur voix, que les gens se rendent compte qu'ils aient vraiment des besoins à part entière, comme les chats et chiens. Donc je me suis beaucoup formée sur le terrain. Après au niveau scolaire, j'ai fait une prépa bio, ce qui m'a donné des compétences quand même en anatomie, etc. Ce qui fait qu'avec les vétérinaires maintenant, c'est avec les protocoles, c'est plutôt facile pour moi. Et après, ne cherchez pas du tout la logique. Je suis partie en master de droit après ma prépa bio. Et là, ça m'a donné aussi des compétences, par exemple, sur tout ce qui est administratif, juridique, pour les procédures, etc. Mais vraiment, sur le terrain, avec les animaux, c'est comme ça qu'on a appris au fur et à mesure, en rencontrant des spécialistes, en rencontrant des vétérinaires, etc. En faisant parfois des erreurs aussi. C'est ça qui nous a permis de pouvoir se former. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir être référente petits mammifères pour une société de comportementalisme. Donc, je forme justement des gens sur les lapins, les rongeurs, leurs besoins, leur anatomie, leur morphologie, leur physiologie, leur éducation, les apprentissages, etc. Donc c'est un beau parcours, je trouve aussi. C'est un très beau parcours. Merci Tiffaine. Je vais maintenant poser quelques questions à Benoît. On va bientôt arriver chez vous parce qu'après on va embrayer sur un projet, un très gros projet que vous avez et qui est déjà bien ficelé. Alors Benoît, vous êtes tombé dans la marmite par hasard. Oui, un petit peu, oui, tout à fait. J'ai rencontré du coup maintenant ma femme suite à la présentation justement de l'association
où du coup je l'ai rencontré. Et puis je suis tombé aussi amoureux en même temps de la présidente. C'est bien. Pour ceux qui n'ont pas l'image, mais si on fait d'abord une émission de radio, Benoît pourrait manger la soupe sur la tête, hein. Donc je suis obligé de lever mon micro assez haut pour l'interviewer. C'est pour vous dire que Tiffaine est bien épaulée avec Benoît. Donc vous vous êtes rencontrés un peu par hasard finalement, et puis vous avez lié amitié. Oui, complètement, oui. Je pourrais dire de plus par Eh ben, rapport à ça. Rien. Et alors donc vous avez tout de suite accroché avec elle pour vous lancer, vous aussi, dans l'aventure sans aucun problème. Vous aviez un atavisme particulier pour les animaux? Oui. J'ai toujours eu, étant petit, un amour pour les animaux, sans forcément en faire une voie professionnelle avec eux. J'ai voulu, comme tout enfant, je pense, voulu être vétérinaire un jour, mais j'ai abandonné quand on m'a dit qu'il y avait 6 ou 7 ans d'études. J'ai laissé tomber. Du coup, moi, je me considère comme, entre guillemets, l'artisan du sanctuaire, où du coup, je rénove et je fabrique tout ce qui va être enclos et structure au niveau pour les accueillir. Bien, alors c'est pour ça que je disais que Tiffaine était bien accompagnée. Bon, on a la chance aujourd'hui d'avoir la débroussailleuse en même temps qu'on fait l'émission. Voilà, c'est pour vous dire que ça donne un peu de vie. Et là, maintenant, on va bientôt rentrer chez vous. Là, on est à l'angle de votre maison pour parler d'un projet qui vous tient plus qu'à cœur, parce que c'est un projet de vie même carrément, et qui peut durer dans le temps. C'est un parc animalier qui sera différent de la structure que nous venons de voir, c'est-à-dire l'espace que vous avez derrière chez vous là, et où il y a tous les animaux, et votre association, le sanctuaire des Poix-Plumes. C'est j'allais dire que ça va un peu ensemble. C'est celui-ci qui a prévalu à l'autre, mais c'est une idée carrément d'un parc d'attraction, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est pour que les gens se rendent compte que c'est sur 13 hectares. Plutôt de parc refuge tout de même, pour garder vraiment l'éthique de départ, hein. On ne veut vraiment pas être assimilé ni à un parc animalier ni à un zoo, puisqu'on a quand même des éthiques différentes, on a des buts et des objectifs différents. Mais en effet, oui, on voudrait tout à fait pouvoir monter ce projet, puisque ici c'est déjà compliqué, le terrain, comme vous avez pu le voir, est plein, on ne peut plus aller au-delà, on aimerait pouvoir répondre présent pour d'autres sauvetages, d'autres demandes, et ce n'est plus possible. Par exemple, je parlais des grenouilles de laboratoire, on était en train de se demander, on avait les finances, mais comment on pouvait mettre en place justement les bassins, les enclos, etc., parce que tout est plein chez nous. Et en même temps, on aimerait pouvoir, nous, alors là c'est vraiment une demande aussi personnelle, c'est que là d'être et sur un travail et bénévole, etc., on n'arrive plus à fournir partout, et on aimerait bien de pouvoir tout centraliser au même endroit. En même temps, de plus des sauvetages des animaux, on aimerait bien aussi pouvoir apporter quelque chose sur le territoire, parce que je trouve que ça manque un petit peu. Voilà. Bien, c'est-à-dire, alors je parlais d'attraction, c'est au bon sens du terme là du coup. Je passe à côté d'une cage où il y a des rongeurs. Il faut dire que votre maison, que vous avez entièrement réhabilitée, c'est une immense grange qui est devenue votre maison. Et je vois des cages, des choses pour les chats, un perroquet en liberté, un peu partout. D'ailleurs, on a été accueillis tout à l'heure par lui qui fait un bruit assez particulier, qui change de voix en fonction de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Voilà, donc maintenant, on est à l'intérieur de votre maison. Alors, vous allez nous en dire plus sur ce projet de parc, j'ose pas dire touristique non plus, mais enfin, qui n'est pas encore fait en France. Vous vous êtes entouré d'architectes, vous êtes entouré de juristes, même si vous-même, vous avez fait une formation de juriste. Voilà. Et puis, donc, je dis d'architectes, de comptables, etc. Et votre projet, vous avez déjà un terrain possible à l'achat de 13 hectares sur la commune de Nieul, sur la 141, allant sur Limoges. Alors racontez-nous et parlez-nous de ce projet, parce que je l'ai découvert en venant vous rencontrer ici. Eh ben alors tout à fait. En fait, le projet, on l'a créé justement juste après le Covid. On a commencé à se dire que vivre que des dons, et on en a parlé avec plusieurs associations. On vit une véritable crise au niveau des associations. On a discuté avec beaucoup d'entre elles et on ne peut plus vivre que des dons. À l'heure actuelle, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a Newton qui fait l'interview en même temps que nous, si vous en Oui, c'est le chat qui est sur la table. Donc en fait, on s'est dit, il faut créer un projet économique pour pouvoir avoir une structure toujours toujours viable en fait, qu'on puisse avoir des rentrées de fonds
font régulière, mais sans perdre nos convictions. Qu'on soit toujours dans cet état d'esprit où les animaux sont des animaux de sauvetage, où on est dans une éthique animale. Donc ça a été vraiment 4 ans de travail acharné, vraiment, autant pour trouver le terrain que pour monter le projet, avoir les bons partenaires, toujours dans cet état d'esprit naturel, puisqu'on ne voulait pas recréer Disneyland en Charente avec du béton partout, etc. Donc on a vraiment beaucoup travaillé sur ce projet pour qu'il puisse correspondre à nos convictions et en même temps répondre aux besoins des prises en charge animales et en même temps du territoire. Et oui, et en même temps nous associer à la vie des animaux qui sont sur le terrain, puisque vous avez prévu 3 zones thématiques, une zone ras du sol, une zone aérienne et une zone biodiversité. Et quand on préparait l'émission, on me disait que la zone ras du sol, on rentre un peu dans un tunnel qui va en s'évasant, un peu comme un entonnoir, sans faire peur, bien sûr, pour se dire, voilà, je rentre dans mon terrier, etc. C'est-à-dire, vous voulez que ce soit aussi une expérience à hauteur d'animaux. Mais tout à fait. Alors vraiment, le projet du parc, il y a vraiment les sauvetages d'animaux, comme on fait ici à un peu plus grande échelle. Mais on voulait aussi se dire, ce qui manque souvent aux gens quand ils viennent à l'association, et ça on a pu le voir nous avec notre expérience, ce qui leur manque c'est le côté un peu fun. Ils ont besoin de loisirs, de partager du temps avec les amis, la famille, les enfants. Et c'est vrai qu'on s'est dit, autant créer des loisirs, mais on ne veut pas juste mettre une structure de jeu comme ça avec des toboggans, enfin ça n'avait pas de sens. Donc on a vraiment travaillé avec l'architecte sur la sensorialité de nos animaux, comment ils voient le monde, comment ils ressentent le monde, quelles sont leurs particularités au niveau de leur champ de vision, etc. Et justement, on a créé chacune de ces zones, donc la mini-ferme, la zone aérienne et la zone ras du sol, à hauteur d'animal, pour qu'on puisse justement voir le monde à travers leurs yeux et que ce soit vraiment immersif, en plus d'être pédagogique. Alors donnez-moi quelques exemples, parce que moi, si je vais voir les reptiles, je vais pas ou les rongeurs, je ne vais pas me mettre à ramper sur le ventre. Enfin, quoique, bon, je vais faire le cul-de-buto sinon. Mais pourquoi pas, ça fera une très belle vidéo pour YouTube. Moi, je prends. Oui, mais sans rire. Dans les exemples, par exemple, on a travaillé, on s'est dit, nos cochons, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils fouissent dans le sol, ils cherchent de la nourriture. Donc nous, on a créé des bacs de fouilles pour des grands et des plus petits, à différentes hauteurs, pour que les gens aillent chercher des choses dans le sable et recréer une frise pour qu'ils aient cette sensation de qu'est-ce que ça fait de gratter dans le sol, etc. On a des filets suspendus pour les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils sentent la légèreté, ils ne sont pas sur le sol, ils sentent le vent, ils voient le monde avec de la hauteur. Donc les filets suspendus en haut des arbres recréera cette sensation. Les lapins, les cochons d'Inde, ils voient le monde à hauteur de lapins, cochons d'Inde. Et en même temps, c'est des animaux, par exemple, les lapins, je prends eux comme exemple, c'est des animaux qui sont très curieux, très intéressés, qui vont prendre de temps en temps un peu de hauteur sur les plateformes pour voir un peu plus loin s'il y a des prédateurs, etc. Et nous, on a créé des aires de jeu avec des tunnels, des cachets, des petits ponts en fait, pour prendre aussi de la hauteur. Et en même temps, dans cette zone, par exemple, on a créé plusieurs statues de prédateurs. Alors toujours sur papier évidemment, prédateurs, donc des buses, des serpents, des renards, des humains, où justement le visiteur devra lui aussi retrouver tous ces prédateurs sur son parcours pour être un peu cette sensation d'être à l'aguet, aux aguets comme font nos petits animaux. Et vraiment tout ça, toutes les zones sont pensées comme ça, mais je ne veux pas en dire trop parce que je vais garder quelques surprises quand même. Bon, alors pendant que vous allez ouvrir votre classeur où il y a le plan déjà de votre grand parc animalier sur 13 hectares. Moi, je vois Benoît qui tient un animal, donc je vais me rapprocher de lui dans sa main. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un lézard, c'est un... Ah, voilà, on entend le perroquet, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez entre les mains, Benoît? Alors, ça s'appelle un pogona. Anciennement, il s'était appelé dragon barbu. Voilà. Alors, vous pouvez nous le décrire un tout petit peu? C'est un gros lézard. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un gros lézard. Alors, qui est en train de me regarder en disant, mais c'est quoi ce bonhomme avec son micro et sa bonnette? Enfin, je ne suis pas sûr qu'il sache que c'est qu'un micro. En tout cas, il n'est pas sauvage du tout. Il n'est pas sauvage du tout. Alors, on va se mettre hors du champ de vision du perroquet. Vous voyez, on ne vous racontait pas des histoires. Hein. Voilà. C'est pas votre appareil. Alors, on va se mettre là, dans la lumière, devant. Il nous voit pas, là. C'est bon. Si, mais c'est pas grave. On peut rentrer par là, sinon. Hein, voilà. D'accord. Alors, montrez-moi votre plan et puis un peu comment on peut vous aider, comment on peut le faire connaître. Qu'est-ce qui vous aiderait? Peu importe, Mathieu saura. Voilà, vous allez nous le montrer comme ça, mais vous allez le décrire parce que nous sommes à la radio. Mais oui, tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, sur le plan, nous, sur le terrain de 13 hectares, on n'en exploite que 3 au départ, 3,5. Au départ, hein, parce que vous voulez y aller par étapes. Tout à fait, voilà. Parce Vraiment. que c'est 3 millions d'euros.
le projet quand même. Au départ, oui, en effet, il vaut 3 millions d'euros. Même si on ne l'atteint pas, on sait qu'on pourra enlever des zones. Mais nous, on est parti sur quelque chose de cohérent à présenter au public. Donc, on a vraiment les parkings où on arrive, après avec l'accueil, boutique pour la sortie. Les 4 zones où les gens peuvent vraiment se séparer, aller soit vers la mini-ferme, soit sur la zone ras du sol, soit sur la zone aérienne, soit sur la zone de biodiversité, qu'on vient déjà de détailler ensemble. Et après, il y a tout un espace en fait, pour accueillir le public, avec évidemment le snack, les sanitaires, etc. etc. Alors, j'allais dire, dans votre idée, qui est déjà bien fixée sur le papier, et très bien étayée, très bien calculée, quand on viendra sur votre parc, on reste combien de temps? Autant qu'on veut, bien sûr, évidemment, mais en général, à quoi vous avez pensé dans la déambulation des gens qui vont venir vous voir? Tout à fait. Alors nous, on a vraiment fait comme si on était des visiteurs, hein, justement, pour voir si c'était un travail, enfin, si les gens resteraient pour fixer les tarifs. Hein, c'était très important pour le projet de savoir s'ils restaient sur 1 heure, 2 heures, une demi-journée ou une journée complète. Et en fait, en prenant le temps, en vraiment sans traînasser non plus, vraiment, les gens pourront rester la journée sans souci. C'est pour ça qu'il était important d'avoir un snack, qu'ils aient un endroit où ils pourront se restaurer aussi pendant ce temps. Donc soit avec un pique-nique qu'ils emmèneront, soit avec quelque chose qu'ils achèteront sur place. Mais on aura, oui, une journée complète d'expérience si on a la possibilité de créer ce parc complet avec ces 4 zones. Et avec ces animaux, pardon, qui sont comme ceux que vous avez ici, et donc ceux d'ici qui seront aussi là-bas pour certains. Voilà, tout à fait. Alors nous, on a vraiment, l'avantage, c'est qu'on connaît nos animaux parfaitement. On sait lesquels ont envie de voir du public et lesquels préfèrent être tranquilles. Donc ceux qui préfèrent être tranquilles resteront à l'association ici à Ventouses. Et ceux qui ont besoin de voir du monde un petit peu régulièrement, eux pourront aller sur le parc. La mini-ferme, c'est vraiment une zone qui va être immersive. Donc les gens vont forcément prendre du temps pour avoir discuté avec beaucoup de structures au niveau des animaux. Même quand il y a des animaux exotiques hyper rares, les gens aiment les mini-fermes parce que c'est un moment en fait, où ils ont du contact avec les animaux, où ils les découvrent, où ils peuvent les nourrir, les brosser. Donc nous, on a vraiment pensé cette zone-là pour qu'il y ait ce contact. Après, les lapins, les cochons d'Inde et les zones aériennes, pour le moment, ce ne sera pas immersif parce que c'est des animaux qui sont très craintifs, qui ont besoin de tranquillité. C'est des proies dans la nature, donc on ne peut pas se permettre de laisser rentrer tout le monde avec les risques du fait qu'ils soient petits aussi. Mais malgré tout, si les gens veulent vraiment prendre le temps sur les loisirs, de prendre le temps de boire un café, par exemple, ou de manger un petit bout, de découvrir tous les espaces, et ça prend quand même la journée. En sachant que nous, on reste vraiment dans cet état d'esprit. On ne vient pas voir des lapins, on ne vient pas voir des chèvres, on vient voir des individus avec leurs histoires qui seront expliquées en fait, sur chacune des zones pour vraiment que les gens se rendent compte de ce qu'ils ont vécu, de ce qui se passe dans la cause animale, quelles sont les missions d'une association aussi. Il y a vraiment un but pédagogique derrière en plus. Bien, alors l'émission touche à sa fin. On a 1 minute pour nous dire, vous avez déjà mis toutes vos économies là-dedans, comment on peut vous aider. Vous avez créé une cagnotte Litchi, je crois. On peut aller sur Internet pour voir votre projet. Comment ça se passe et comment on peut venir vers vous et puis participer à ce très beau projet unique en France. Ah mais tout à fait. Alors oui, c'est vraiment un projet unique en France. Alors comment nous aider à l'heure actuelle? Nous, tout ce qui est vraiment administratif, c'est bon, c'est réglé, tout est fait sur le papier. Là, on a vraiment besoin, maintenant, on est sur la phase de levée de fonds. C'est-à-dire que dans le minima, il faudrait 200 000. Dans le maxima, ce serait parfait d'avoir 800 000. Comme ça, ça nous permet de faire levier pour avoir notre emprunt professionnel et pour pouvoir démarrer ce projet. Donc, soit des gens qui veulent participer et défiscaliser, puisque tous les dons sont défiscalisables. Donc, on peut apporter forcément sa contribution avec de l'argent. Mais si ça peut être des entreprises qui ont aussi envie de parler de nous, de créer des manifestations ou des gens qui ont des compétences particulières qui voudraient faire une journée dédiée à l'association, c'est possible aussi. Enfin, moi, je suis ouverte à tous les projets. D'accord, mais on vous trouve où? Oui, pardon. Alors, on peut nous trouver sur Facebook, alors autant au Sanctuaire des Pois Plumes qu'au Parc des Pois Plumes, également sur Instagram. Et on a aussi des sites internet sur lesquels il y a toutes nos coordonnées. On peut nous avoir par mail, on peut nous avoir par téléphone. Enfin, c'est très facile de nous trouver. Bon, eh bien alors on va suivre votre projet avec attention. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui ici à Ventouses avec Benoît et tous les animaux qui sont là, les chiens, les chats, les rongeurs, les lézards, les perroquets, etc. Et vos enfants, une qui dort et l'autre qui est à l'école, les deux. Bon, et bien 3 en tout. Alors en tout cas, on vous souhaite bon courage et puis on espère que beaucoup d'entre nous pourront peut-être vous aider à un moment ou à un autre. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à vous deux. Merci et bon courage, je vous en prie. Je vous en prie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.